Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième vidéo, toujours avec le même invité, celui des 2 semaines précédentes, Jérémy Royaux. Salut Jérémy. Salut. Alors Jérémy, je le rappelle, diplômé en psychologie, hypnothérapeute et aussi tu fais partie de l'Observatoire de zététique. Donc on dit un zététicien, C'est ça, à tout ne à pas fait. confondre avec un diététicien, etc. Enfin Oui, bref, c'est totalement différent. Alors, faut savoir que cette vidéo, on la retourne une deuxième fois parce que suite à une petite, apparemment, une erreur de manip de ma part, on avait tourné une vidéo sur la zététique qui est complètement passée à la trappe. Donc, Jérémy a bien voulu en refaire une deuxième fois. Donc, on va un petit peu, pour nous, un petit peu se répéter, je pense, même si c'est écoulé à peu mhm, près une semaine et demie, même 2 semaines, depuis notre dernière fois. Mais bon, on va essayer d'être, on va dire que c'est un entraînement, on va essayer d'être le plus synthétique et le plus pertinent possible, justement sur qu'est-ce que c'est que la zététique. Donc je te pose la question, la zététique c'est quoi? tout à fait. Donc la zététique, c'est un peu la version, on va dire, locale du scepticisme. Donc c'est Henri Brock qui a remis ce terme au goût du jour et qui l'a utilisé pour, on va dire, nommer un petit peu le mouvement sceptique français. Et on peut dire que la zététique, c'est l'art du doute. Donc, en fin de compte, c'est toute une série de méthodes et de connaissances qui permettent, on va dire, d'analyser les informations qu'on reçoit, qu'on trouve dans les médias, par rapport à ce qu'affirment certaines personnes, certains thérapeutes ou certains praticiens de différentes approches. Voilà, d'analyser justement leurs affirmations et de pouvoir faire ça d'une manière qui est critique, qui est objective et qui permet de démêler un petit peu, on va dire, les croyances de la réalité scientifique. Et donc, c'est une méthode qui se base sur on va dire, sur les méthodes scientifiques sans pour autant être purement, je veux dire, une méthode expérimentale, puisque le but, c'est pas non plus de faire des études qu'on va publier dans des revues un comité de lecture, c'est plus, comme dit Richard Monvoisin, qui a fait sa thèse là-dessus, une didactique de l'esprit critique. Voilà, Oui, donc le but, c'est vraiment d'apprendre à avoir de l'esprit critique et de l'utiliser. voilà. Donc en fait, à part, je crois, vers Grenoble, où il y a carrément à l'université de Grenoble un pôle zététique, c'est quelque chose qu'il faut effectivement souligner, c'est que le zététicien ne va pas faire des études, mais il va plutôt faire des recherches, voir ce qui a été publié, où en est la recherche scientifique et universitaire, dans un domaine précis pour dire, voilà l'état un petit peu de nos connaissances sur ce sujet-là. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, donc on va avoir un peu les informations existantes, analyser les affirmations, voir un peu au niveau des statistiques si c'est, on va dire, si ce qui est affirmé correspond bien à la réalité, et voir un peu s'il n'y a pas d'autres explications, parfois plus rationnelles, à ce qui est affirmé par certaines personnes. Et effectivement, donc il y a le laboratoire de zététique à l'université de Nice. Donc Ah, c'est Nice. ça c'est le laboratoire d'Henri Brock. Mhm. Je pense qu'il va bientôt d'ailleurs fermer parce qu'Henri Brock est à l'âge de la pension. Et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va reprendre ça derrière lui. Et il y a aussi donc le Cortex, qui est on va dire un groupe de chercheurs où il y a notamment Richard Monvoisin qui a travaillé avec Brock et qui a fait sa thèse sur la zététique. Et voilà, donc ça c'est en France un peu les deux organismes qui ont un peu un soutien, on va dire officiel, un peu du côté des universités, même si ça reste minime, hein. Mhm. Mais voilà, sinon pour le reste, ce sont des associations réparties un peu partout en France, comme l'Observatoire zététique, qui est le plus connu, mais il y en a pas mal d'autres qui sont plus locales et qui font moins parler d'elles, mais qui sont tout aussi présentes. Effectivement, il y a, comme tu disais, effectivement au niveau local, et puis il y a par exemple dans le monde francophone, je pense notamment aux sceptiques du Québec, Mhm, qui ont aussi pas mal une approche zététicienne, mhm, qui font un petit peu. Alors, quand je dis nous, je fais pas partie de l'Observatoire des zététiques, mais toi tu en fais partie. Mais on va dire qu'on est tous les deux plutôt actifs sur le groupe Facebook Zététique, que je vous conseille, je vous donnerai le lien dans l'article. Je vous conseille d'aller voir si quelquefois vous avez par exemple un doute sur la véracité
sur la scientificité de quelque chose, alors que ça soit on va dire un phénomène paranormal, parce que la zététique étudie entre guillemets pas mal les phénomènes paranormaux, mais aussi par exemple tout ce qui va être pseudosciences, etc. Et là, plusieurs zététiciens, plusieurs personnes vont justement voir ce qui se font dans les études, et puis on peut en discuter. Ça, c'est très 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 intéressant. Le groupe est très actif. Il y a combien de membres? On a passé les 3000 membres il y a pas longtemps, je pense, le mois Ouais. passé. Donc c'est un groupe qui est de plus en plus gros. Je pense, l'endroit le plus actif au niveau du scepticisme francophone maintenant. Parce que effectivement, il y a d'autres forums qui sont encore assez actifs, comme celui des sceptiques du Québec. Mais je dirais qu'il n'y a rien qui est au niveau de la page Facebook, où il peut y avoir plusieurs centaines de messages par jour maintenant Ouais. sur cette page. Et effectivement, c'est vraiment un lieu important pour le scepticisme ou la zététique, puisque on a quand même un but de pédagogie aussi, qui est d'essayer de faire proposer quand même de la vulgarisation de certaines approches, parce qu'on peut pas non plus, on va dire, donner tous les détails techniques des recherches ou de nos critiques aux gens qui n'ont pas les connaissances d'une approche. Donc on essaie aussi de simplifier sans tomber dans des simplifications qui sont aussi abusives et qui seraient aussi à ce moment-là pseudo-scientifiques quelque part, quoi. Ouais, ouais. Non, moi je comprends tout à fait, parce que l'un des premiers buts aussi de mon site, c'est une certaine forme de vulgarisation. Et Mhm. autant que faire se peut, moi, effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la communication. On en a déjà beaucoup parlé ensemble, notamment au niveau de la communication non verbale, où il est vraiment très très facile de faire de la pseudoscience. Mhm. Et donc c'est pour ça, moi, l'approche zététicienne, sans pour autant être zététicien moi-même, en tout cas l'esprit critique est franchement très intéressant. Et ce que j'essaye d'apporter aussi à mes lecteurs, c'est de vous dire attention, gobez pas tout ce qu'on vous dit, même moi, gobez pas tout ce que je vous dis. Faites des recherches, croisez les éléments, puis faites-vous votre propre avis en étant le plus sceptique, le plus critique possible. Mhm. Alors, la zététique, tu peux nous donner quelques exemples on va dire, de domaines qu'elle a su, comment dire, un petit peu débroussailler en disant, ah, attendez, c'est pas comme on pense, c'est pas comme vous croyez, c'est pas comme la croyance populaire a tendance à vouloir Mhm. vous faire Ouais. croire. Ouais. Donc à la base, un des grands thèmes de la zététique, c'était l'étude du paranormal en fin de compte, Mhm. puisque il y a quand même plusieurs centaines de parapsychologues dans le monde qui publient des études dans des revues, souvent un comité de lecture. Même si les gens ne sont pas forcément au courant de ça, c'est un champ qui est assez actif. Et du côté de la parapsychologie, depuis longtemps, ils ont tendance à dire qu'il y a suffisamment de preuves, enfin suffisamment en tout cas de résultats positifs, que pour affirmer que il y a des phénomènes qui existent et qui sont suffisamment soutenus par ces études pour qu'on puisse dire que c'est certain qu'ils existent, quoi. Donc on peut parler du psy par exemple. Donc le psy, c'est ce qui touche à la télékinésie, précognition, ce Mhm. genre de choses. Et donc, voilà, il y a des études là-dessus depuis plusieurs dizaines d'années. Et la zététique s'est pas mal intéressée à ça au début, en faisant pas mal d'articles de ce côté-là, en rentrant aussi dans pas mal de conflits avec les parapsychologues eux-mêmes, puisqu'évidemment, on remet en question certaines de leurs affirmations, ou certaines des études qu'ils citent comme référence, alors que les zététiciens trouvent qu'il y a pas mal de biais et que le résultat devrait être mis en question. Donc voilà, ça c'est un des champs qui était assez actif à la base, qui l'est un peu moins maintenant en France. Je sais pas trop pourquoi. Mhm. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense que une des raisons principales, c'est que les gens ont fini par tirer la conclusion qu'en parapsychologie, en fin de compte, il y a rien de très nouveau qui sort et que les résultats n'étaient pas convaincants, et donc ça sert plus à grand chose de s'y intéresser. Mhm. Voilà, moi je pense que ça vaut encore la peine de s'intéresser parce qu'il y a quand même pas mal d'études intéressantes et qu'il y a effectivement des résultats positifs qu'on peut critiquer ou remettre en question, qui ne prouvent pas pour autant l'existence de la précognition, de la télépathie ou de la télékinésie, mais voilà, au moins ça nécessite qu'on s'y intéresse et qu'on soit présent aussi un petit peu sur ce terrain, parce que sinon en fin de compte il n'y a plus que des parapsychologues qui sont convaincus de l'existence de ce qu'ils étudient. Oui. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les gens
ne font plus que de trouver des résultats positifs. Ça induit évidemment certains biais. Si tout le monde est convaincu que le psy existe avant de l'étudier, quoi. Oui. Donc ça c'est un des domaines. Alors après il y a tout ce qui touche, on va dire, au phénomène extraordinaire. Je pense à, pour citer un peu des trucs un peu clichés, Bigfoot par exemple, Mhm. ou le monstre du Loch Ness, les fantômes, les maisons hantées, tout ce genre de phénomènes. Ça a été pas mal étudié, et pas forcément par les sceptiques, mais il y a aussi beaucoup de recherches en psychologie sociale, notamment en psychologie de la religion sur ces phénomènes. Et c'est très intéressant parce que ça permet, au-delà du fait de dire que oui, telle maison était vraiment hantée ou pas, ou les fantômes ça existe ou pas, Mhm. ça permet d'étudier on va dire, les processus psychologiques qui sont à l'œuvre chez les gens, et de voir comment ils se sont créés leurs propres croyances, comment est-ce que les rumeurs ou les fausses informations qui ont été données par certains sont devenues des informations publiques relayées par les médias, qui se sont déformées petit à petit, et qui sont devenues un peu des légendes urbaines comme ça qui reviennent. Donc voilà, ça c'est un autre champ qui est assez intéressant. Et puis il y a tout ce qui touche aux thérapies alternatives aussi, donc tout ce qui est lié au magnétisme, à la radiesthésie, les thérapies énergétiques, l'acupuncture, etc. Bon, bah là aussi, il y a pas mal d'articles qui ont été faits, et y compris certains tests. Donc, l'Observatoire zététique, par exemple, a testé un magnétiseur déjà il y a quelques années, où on a fait un protocole avec la personne. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait un peu à son insu. Donc, ça, c'est vraiment une démarche qui a été Oui. construite des deux côtés, et où on a testé avec pas mal d'essais, avec un protocole qu'on- qui avait pour but d'être relativement correct, les pouvoirs du magnétiseur, sans arriver à des résultats qui étaient positifs, à la surprise d'ailleurs du magnétiseur lui-même, qui était un peu surpris des résultats. Et voilà, il y a une autre personne aussi qui a été testée à l'EZ, qui faisait euh, ce qu'on appelle du yiking en fait. Donc c'est une sorte de méthode un peu qui peut servir à faire des Oui, prémonitions, de des la choses comme ça. voyance orientale, voyance Voilà, chinoise. c'est ça, et ça, c'est basé sur des chiffres en fait, notamment. Enfin, c'est assez complexe comme système, mais voilà, là aussi il y avait un protocole qui avait été fait en collaboration avec le praticien, un protocole donc que le praticien trouvait pertinent pour mesurer l'effet de son habileté. Et là aussi, bah, les résultats on n'a pas vraiment obtenu de résultats positifs. Mhm. Et donc, bah, ça permet d'aborder, on va dire, une autre chose qui est intéressante, c'est que souvent les gens qui font des affirmations qu'on remet en question, que ce soit des thérapeutes ou d'autres personnes qui ont eu des expériences, qui ont observé des choses, euh, on pourrait avoir tendance à penser que ce sont des gens qui mentent, ou qui ont des pathologies psychiatriques, qui ont des hallucinations, ou qui sont des charlatans, ou qui essayent de se faire de l'argent, etc. Et en fin de compte, on se rend compte, et c'est aussi ce que montrent pas mal d'études sur le sujet, que la plupart des gens sont des gens qui sont pas malhonnêtes en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment convaincus de l'effet de leur pouvoir, entre guillemets, s'ils prétendent avoir un pouvoir. Et voilà, et qu'ils sont eux-mêmes parfois victimes de certains biais, de certaines fausses croyances sur leurs propres activités, qui font qu'ils ont l'impression d'avoir un effet, qu'ils peuvent donc prouver, puisqu'ils viennent le prouver par une étude, et sont surpris après de se rendre compte qu'en fait non, il n'y a pas soit il n'y a pas d'effet, ou alors l'effet est explicable par une autre explication que le pouvoir en question, quoi. Mm. Bah, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier aussi avec une personne qui, j'ai réussi à lui faire prendre conscience que peut-être le pouvoir qu'elle croyait avoir Mhm. venait en fait de ses propres compétences relationnelles. Elle était dans la thérapie et je lui dis, je fais peut-être que ton pouvoir vient de justement ton sens de l'écoute. C'est ce qu'on avait vu Mhm, mhm, pas hier, mais la fois dernière avec les TCC, en mhm. disant que l'impact, la confiance que tu pouvais avoir dans ton thérapeute pouvait faire une grande partie, être en cause d'une grande partie de ta guérison. Donc là-dessus, c'est quelque chose d'assez important. Euh, et justement, ça m'amène, justement, tu parlais des biais. Ça me fait penser que sur beaucoup de sujets
on va dire, où la science a plus ou moins prouvé qu'il n'y avait rien de probant. Mhm. Je pense par exemple à la voyance, ou je pense à l'homéopathie. Mhm. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais chez moi, ça marche. Mhm. Comment on peut l'expliquer, ça? Ouais. Donc on en revient un peu à ces questions de biais, hein. Donc je pense que à la base, ce qui est intéressant de savoir pour les gens, c'est que on n'a pas la capacité d'analyser de manière complète et précise toute l'information à laquelle on est confronté, hein. Donc ça c'est un peu un état de fait. Et donc on a tendance à faire toute une série de simplifications ou de jugements un peu hâtifs ou automatiques, simplement pour pouvoir fonctionner, parce qu'on peut pas commencer à réfléchir à tout ce qu'on fait, quoi, hein. Donc, quand les gens sont, on va dire, dans une situation où ils mettent en pratique certaines de leurs croyances par rapport à l'homéopathie, par exemple, voilà, par exemple, quelqu'un qui prend de l'homéopathie suite à on va dire, une affection qui guérit en principe d'elle-même, hein. Je pense des trucs genre un rhume, ou une gastro, des choses comme Ou ça. quelque chose qui n'est pas très très grave, quoi, qui se Quelque chose qui n'est pas très guérit. très grave. Donc la plupart de ces maladies, on va dire, guérissent. Si on ne fait rien, ça guérit. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et il y a des choses qui permettent de diminuer les symptômes, mais voilà, ça se limite à ça. Et donc les gens à ce moment-là, si ils ont tendance à prendre systématiquement de l'homéopathie, ils vont ne plus pouvoir faire la différence entre la guérison spontanée et la guérison qui serait liée à l'homéopathie, en fait. Voilà, si tu as un rhume et que ton rhume est guéri en 3-4 jours et que tu prends de l'homéopathie chaque fois que tu as un rhume, voilà, après les gens vont peut-être avoir tendance à penser que c'est l'homéopathie qui fait qu'ils ont guéri rapidement de leur rhume. Et comme ils prennent systématiquement de l'homéopathie, en fait, ils n'ont pas vraiment à l'esprit des informations objectives qui permettent de comparer combien de temps ils sont enrhumés avec ou sans homéopathie, quoi. Voilà, là c'est un biais qui est assez simpliste. Il y en a d'autres qui sont un peu plus élaborés, évidemment, mais le principe c'est que notre perception donc des choses est biaisée par toute une série de biais, et qu'on n'a pas forcément conscience de ça si on ne fait pas un effort volontaire pour les étudier ou pour s'informer sur la réalité des choses, quoi. Oui, oui, et d'avoir Ça, un minimum de recul sur soi en se disant, ah, peut-être que c'est moi qui me fais peut-être des idées. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Ça. Et il y a peut-être une autre chose qu'on peut préciser par rapport à ça, c'est que les gens maintenant avec Internet souvent basent une partie de leurs croyances sur des informations qu'ils ont trouvées ailleurs. Le problème, c'est que si on n'a pas une capacité à trier correctement l'information, ou à savoir sélectionner des sources qui sont valides par rapport à d'autres qui ne le sont pas, on peut que tomber, on peut que être victime de toute une série de sources qui donnent des informations erronées, en fait, sur Internet, hein. Je pense que si on fait une recherche, par exemple, sur l'acupuncture, hein, si on tape sur Google qu'on cherche des infos sur les résultats scientifiques de l'acupuncture, eh bien, il y aura dans les premières pages de Google probablement plus de sites qui donnent des informations non scientifiques que de sites qui donnent des informations scientifiques. Et donc on va tomber sur des gens qui affirment des choses qui sont fausses, ou qui affirment des choses d'une manière déformée, ou qui disent il est prouvé que l'acupuncture a un effet alors que c'est faux, etc. Et c'est comme ça dans tous les sujets. Oui. Donc ça crée une sorte de contamination de l'information, qui fait que une information fausse va être répétée à l'infini par toute une série de sources qui se copient-collent les unes sur les autres. Et après, quelqu'un qui veut de l'information et qui n'a pas le temps ou la capacité de bien la trier, il va tomber sur ces sources et après penser que effectivement l'acupuncture ou l'homéopathie, ça a des effets prouvés, que le complot 9/11, c'était les États-Unis qui ont fait exploser leur propre tour parce qu'il y a plein d'experts qui ont dit qu'il y avait des preuves. Et donc voilà, ces informations-là peuvent sembler vraies, mais en fait ne le sont pas. Voilà. Oui. Et ça demande un traitement d'information particulier pour pouvoir déduire qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui est faux. Ouais, ça me rappelle justement, il y a quelques semaines, j'avais une discussion avec une personne qui me disait la mémoire de l'eau. Alors on y revient, la mémoire de l'eau, hein.
La mémoire de l'eau, ça fonctionne, ça a été prouvé. Alors là, moi, je regardais avec des yeux ronds. Je pense que ça a été en grande partie à cause de l'émission qu'il y a eu sur France 5 il y a quelques temps sur la mémoire de l'eau. Et elle m'envoie un article sur ce fameux japonais dont j'ai oublié le nom, en me disant, voilà, regarde, le type est chercheur. Et là, je pense que c'est un conseil qu'on peut aussi donner aux personnes qui nous regardent pour vraiment vérifier si quelque chose se fait. Bon, déjà, regardez dans Google Scholar. C'est quelquefois une bonne aide. On n'y trouve pas tout, mais ça peut être déjà quelque chose d'assez pertinent. Deuxièmement, quand une personne se dit chercheur, chercheur en quoi? Faut quand même faire attention à ça. Troisièmement, vérifier les sources. Généralement, en fin d'article, on essaye de mettre des sources. Moi, par exemple, vous voyez, la plupart de mes articles, quand je le peux, j'essaie de mettre au maximum les sources sur lesquelles je me base pour que vous-même, vous puissiez vérifier. Et c'est un travail, un tant soit peu scientifique, justement, d'à chaque fois prouver ses sources, de savoir qu'on ne sort pas ça de son chapeau. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner, Jérémy, là-dessus? Oui, effectivement, de partir du principe que c'est pas parce qu'on est parce qu'une personne a une formation scientifique ou qu'elle est même experte de quelque chose ou même qu'elle a eu un prix Nobel que ça protège la personne d'affirmer des bêtises dans un sujet. Il y a personne qui est parfait. Il y a plusieurs prix Nobel qui ont déjà défendu des théories qui ne tenaient pas la route et qui ont été démontées par l'ensemble de la communauté scientifique, hein, notamment des soi-disant traitements pour le cancer. Voilà, et donc effectivement, il y a des gens aussi qui sont spécialistes dans un domaine, qui sont chercheurs, je sais pas moi, en biologie, et qui après affirment des trucs sur le paranormal. Bah voilà, c'est pas parce qu'on est professeur à l'université en biologie qu'on a une quelconque expertise particulière dans un autre sujet. Voilà. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, même si une personne est un grand scientifique très compétent, bah, c'est pas pour autant qu'il peut pas faire d'erreur ou lui-même être influencé ou avoir une fausse vision des choses, une vision déformée de certains sujets. Hein. On est tous humains et donc voilà, personne ne peut toujours affirmer des choses qui sont vraies et justes. Voilà. D'où la nécessité de s'informer de ce que dit le reste des spécialistes, et c'est souvent là qu'on peut voir ce qui est pertinent ou pas, parce que si on prend ces chercheurs qui affirment des choses, qui affirment qu'il y a des traitements révolutionnaires, par exemple, par rapport au cancer, et que on n'en parle jamais, que c'est un complot, etc., bah, il suffit d'aller voir ce qu'en disent les autres experts du domaine, et voilà, si on se rend compte qu'en fait, ils n'ont jamais publié la moindre recherche scientifique sur le sujet, ou que leurs recherches ont été critiquées par tout le monde parce que c'était bourré de biais et d'imperfections, ben voilà, là on peut quand même fortement douter de leurs affirmations, quoi. Oui, parce que faut rappeler une chose, c'est que pour se faire publier dans le domaine scientifique, c'est vraiment pas facile. On passe devant un comité qui est vraiment très très strict. Même un universitaire, même un universitaire un peu doué, s'il fait mal son travail, il ne sera pas publié. Il n'est pas publié parce qu'il est universitaire. Il est publié parce que son article passe devant un comité et qu'il est jugé valable. Donc voilà, faut faire aussi. C'est ça. Donc on peut faire confiance globalement au processus des publications scientifiques, même si c'est pas parfait, parce qu'il y a déjà eu des trucs qui ont été publiés qui ressemblaient à rien, ou des faux articles qui ont été publiés, donc c'est pas non plus 100% parfait, mais on va dire le très petit pourcentage d'erreurs qui existent, ou de fausses publications, ou d'arnaques, etc., ne peut absolument pas suffire à justifier qu'il y aurait soit des complots qu'on empêche systématiquement les publications qui montreraient tel effet de sortir. Ça ne tient pas la route quand on regarde le système, son fonctionnement. Ouais. Ou encore que toutes les, on va dire que seulement les résultats qui vont dans un certain sens seraient financés ou étudiés, et que ceux qui vont dans l'autre sens, en fait, seraient impubliables. Ça tient pas la route non plus. Si on publie quelque chose qui est de qualité, qui est bien construit, même si ça remet en question certaines connaissances actuelles et que ça dérange les gens à ce niveau-là, ça sera quand même publié, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu as à répondre quand on te dit, parce que c'est quelque chose aussi qu'on me dit à moi,
qu'on me dit que je suis scientiste, enfin que tu es scientiste, voire dogmatique. C'est quelque chose que nous deux nous fait quand même assez sourire, je pense. Ouais. Alors en fait c'est quand même c'est une question très intéressante. Je dirais que c'est souvent très difficile pour les gens de remettre en question leurs croyances. Ouais. Voilà, ça c'est difficile pour tout le monde, hein, pour nous aussi. Et ça veut dire que même si on est le plus correct, le plus diplomatique, le plus sympa possible, à partir du moment où on remet en question ce qu'affirme quelqu'un et qu'il est convaincu de ce qu'il affirme, bah ça constitue quand même psychologiquement un choc pour la personne. Et ça, on peut pas l'éviter. Et donc, il y a des gens qui vont réagir très mal à ça et qui vont répondre que effectivement qu'on est dogmatique ou qu'on ne tient pas compte des preuves, alors que bon, les preuves elles ont été relativement démontées par la science, mais ça, les gens ne veulent pas parfois l'entendre. Et puis il y a des gens simplement qui ont des enjeux, qui vivent des enjeux plus émotionnels, hein, notamment chez les thérapeutes qui inventent des méthodes révolutionnaires pour traiter telle ou telle pathologie ou maladie. Ben, il y a pas mal de gens là-dedans qui ont eux-mêmes perdu un enfant ou perdu un proche ou été victimes d'une maladie, donc ils sont dans des enjeux émotionnels par rapport à ça, et aussi pour eux c'est très difficile de remettre en question leurs croyances, parce que ça remettrait en question un peu tout leur chemin de vie qu'ils ont fait jusqu'ici en fait. Ouais. Et donc voilà, on a intérêt à être le plus pédagogique et le plus diplomate possible, mais ça protège pas non plus des mauvaises réactions, des réactions négatives des gens pour des raisons souvent émotionnelles. Ça on peut pas l'empêcher, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. À partir du moment où on remet en question des affirmations, bah voilà, il faut être prêt à affronter certaines réactions négatives. Et je dirais qu'il faut aussi se remettre soi-même en question pour éviter de tomber dans soi-même dans le dogmatisme et par exemple d'affirmer de manière péremptoire, sans preuve, que tout ce qui sortirait de la science validée et connue ou de la médecine conventionnelle serait systématiquement faux ou un truc de charlatan ou une arnaque, etc. Ben ça serait une affirmation dogmatique. Donc j'en reviens à la définition d'Henri Brock, hein, qui définit la zététique comme l'art du doute. L'art du doute, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, ça veut dire qu'on doute, donc on cherche. Ça ne veut pas dire qu'on est contre. Parce que voilà, ça veut pas dire qu'on est contre et qu'on est convaincu à l'avance que l'acupuncture, bah, c'est que de la connerie et des pseudosciences. Bon voilà, donc ça aussi, il faut faire attention à ça, et ça c'est une dérive potentielle, je pense, du scepticisme, c'est de devenir convaincu à l'avance que tout ce qui sort de la science, ça ne vaut rien, et à ce moment-là, on devient aussi dogmatique que les gens qui affirment qu'il y a des preuves de l'homéopathie alors qu'il n'y en a pas. Voilà. D'accord. Bah écoute, pour terminer, je pense qu'on peut donner justement quelques sources intéressantes pour ceux qui nous regardent. Alors, je pensais... Alors, on va dire une des sources les plus connues, mais qui est quand même un petit peu critiquable. Certains d'entre vous peut-être connaissent Lazarus. Lazarus qui, au départ, a, on va dire, une ambition zététique, mais on va dire que les zététiciens sont assez d'accord de ce point de vue-là, qu'il se perd un petit peu, quelquefois, dans des raccourcis, quelquefois politiques. Tout à fait. Donc, je pense que Lazarus, c'est une très bonne source. C'est vraiment très très vulgarisé. Maintenant, il vaut mieux préférer toutes ces interventions sur des sujets qui ne sont pas politiques. Voilà. Oui, donc ces interventions sur l'homéopathie, sur des biais de perception sont très très bien, très pédagogiques. Oui. Pour les sujets qui sont plus politiques, c'est plus discutable. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, parce que c'était je pense, l'an dernier, quand j'avais découvert son site. Il est très interactif, son site, il était vraiment excellent, avec beaucoup de manipulations, de tests à faire, etc. Ouais. Il est toujours en ligne, c'est www.lazarus-mirage avec s.net. Ok, bah, de toute façon, je mettrai le lien. Je pense heureusement qu'on a refait aussi l'interview, parce que je pensais à un camarade zététicien qui a fait récemment une vidéo que j'ai trouvée mais vraiment, vraiment, vraiment très bien fait et très, très intéressante, et qui résume en gros qu'est-ce que c'est que l'esprit critique. Fait par qui? Vidéo de Christophe Michel ou de Rosette, je suppose. Oui, ça doit être ça, ça doit être la vidéo qu'il a postée la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc voilà, une vidéo très, très intéressante. Le groupe, bien entendu, Facebook, je mettrai aussi le lien, Zététique.
Le groupe Facebook qui est vraiment le lieu très actif de la zététique actuellement. Voilà, Et moi j'ai aussi un livre à proposer en fait, vas-y. qui est un livre du collectif Cortex, donc qui a été fondé par plusieurs personnes, dont Richard mon voisin. Et voilà, je vais le montrer ici. Hop, Alors, c'est voilà. Esprit critique es-tu là? Et donc du collectif Cortex. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un livre qui reprend 30 activités zététiques pour aiguiser l'esprit critique. Il y en a toute une série de petites expériences voilà, qui permettent Mhm. de démontrer la perception extrasensorielle, des pouvoirs extraordinaires, etc. Mhm. Et ou aussi des effets psychologiques, des calculs de probabilité qui sont un peu extraordinaires. Voilà, c'est toute une série de choses qui sont intéressantes et qui montrent qu'on peut expliquer de manière rationnelle certaines choses qui peuvent paraître magiques. Voilà. Ok. Bah, moi, de mon côté, j'ai deux livres à présenter. Le premier, donc, c'est un livre de Michel de Pracontal, qui est L'imposture scientifique en 10 leçons. En fait, ça, c'est un descriptif en fait de tout ce qui peut être de l'ordre effectivement, de la pseudoscience. Alors, il y a énormément de questions, etc. C'est plutôt bien écrit parce qu'à la base, il n'est pas du tout scientifique. Enfin, c'est un journaliste Mhm. scientifique à Mediapart. Mhm. Et son livre est vraiment très, très, très accessible. Et puis, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de tellement de choses que j'aurais du mal en fait à, les, à tous les décrire. Mais franchement, c'est un livre qui est très très intéressant, qui reprend différents thèmes pseudo-scientifiques. Et puis deuxième livre, alors là c'est un livre que j'ai vraiment vraiment adoré, de Richard Wiseman, Petite expérience extrasensorielle, donc télépathie, voyance, hypnose, le paranormal à l'épreuve de la science. Donc Richard Wiseman, c'est un professeur de psychologie qui s'est spécialisé en ce qu'on appelle la bizarrologie. Et ce qu'on a discuté tout à l'heure, tu me disais que c'était en fait un des rares psychologues à toujours faire des expériences dans le domaine de la parapsychologie. C'est ça, ouais. Donc c'est une des rares personnes sceptiques qui fait des expériences scientifiques encore dans le domaine de la parapsychologie et qui les publie dans des revues à comité de lecture. Voilà. Et donc ce livre-là, eh bien en fait, comme le dit le titre, télépathie, la voyance, l'hypnose, etc. Tout est passé en revue, tout est prouvé, tout est sourcé. Et donc là, je pense qu'il y a de quoi remettre en cause, si vous aviez des doutes, eh bien de remettre vraiment en cause vos doutes justement. Bref, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jérémy? Non, moi je dirais juste aux gens, bah, c'est pour ceux qui regardent la vidéo, on va dire de se renseigner, parce que c'est pas non, c'est pas uniquement pour faire la promotion de la science, mais c'est aussi simplement pour pas soi-même devenir, on va dire, le pigeon de certains thérapeutes ou de certaines arnaques ou fausses croyances. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet quelque part aussi de se développer soi-même et de Exactement. pouvoir mieux appréhender le monde. Exactement. Je renvoie aussi vers d'autres sources. Donc, il y aura bien entendu le site de la zététique. Il y a le site Science et Pseudosciences. Et puis, l'autre excellent site, le site charlatan.org ou .info. Je mettrai Ouais, aussi le lien qui est aussi c'est ça. excellent. Et je dirais, on peut peut-être encore citer aussi le podcast Scepticisme scientifique de Jean-Michel Je le Abrassard. mettrai en lien, oui, aussi. Le seul, enfin un des seuls et le principal podcast sceptique francophone. Et il y a énormément de numéros sur tous les grands thèmes de la zététique et du scepticisme. Très bien. Ben, voilà qui clôture en fait nos trois vidéos. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à réagir et à partager cette vidéo. Quant à moi, bah, je renvoie aussi vers le site plus tard de Jérémy et vers le groupe Facebook. Donc tu es l'un des modérateurs, pas administrateur, hein, tu es modérateur. Oui, je suis un des administrateurs. Administrateur. Fondamentalement, c'est Florent Martin qui est à l'origine du groupe à la base. Et disons que j'ai repris une grande partie de l'administration du groupe et que j'ai engagé, on va dire, une dizaine de modérateurs et pour organiser un petit peu tout le fonctionnement Oui, de la page qui devenait difficile à ouais, c'est gérer pas trop vu que c'est 3000 membres. vu l'activité sur le groupe. C'est Bah ça. écoute, je te remercie et puis bah, je te dis à une prochaine. Ouais, à une Salut, prochaine. salut. Salut.